Je pense que Marseille a un avantage, je me mouille un petit peu. Marseille a un avantage déjà parce que Marseille a repris la seconde place ce week-end. Donc psychologiquement, pour les Lensois qui pensaient avoir frappé un grand coup en réalisant cette démonstration contre l'AS Monaco qui, elle, est définitivement Sorti écartée du de la course, ou enfin mort dans le définitivement film, non, comme mais dirait. qui a pris cher, comme on dit, pour parler vulgairement. Lens, qui pensait avoir frappé un grand coup, s'est fait remettre la tête sous l'eau par l'OM. Mm. En plus, l'OM a un petit peu, alors c'est pas la chance du champion, mais ça peut être la chance du challenger avec ce but improbable, alors qu'ils avaient buté tout le match sur Anthony Lopez et que Qui avait été Lyon exceptionnel. se disait, bon, on n'a pas été terrible, mais on va avoir la satisfaction de continuer notre série d'invincibilité contre l'OM, et boum, ce but improbable qui donne la victoire à Marseille. Donc c'est cruel sur le moment pour les Lyonnais, mais c'est aussi dur pour les Lensois qui, eux, devant leur canapé, se disaient bon, c'est bon, on va garder notre petit avantage, notre longueur d'avance. Et un nul pourrait nous suffire à domicile. Maintenant, un nul peut suffire à l'OM. Un nul à Lens, si, dans l'hypothèse où les équipes gagnent tous les autres matchs, chacune de leur côté, un nul à Lens suffira à l'OM pour rester deuxième. Donc ça, c'est quand même un vrai. Il y a un petit avantage psychologique pour vous, pour Marseille. Ça a rebasculé. Disons que les faveurs du pronostic ont rebasculé légèrement du côté de l'OM, c'est mathématique. L'OM avait des trous d'air aussi à domicile. Il y a eu des bizarreries, c'est-à-dire une défaite au Vélodrome contre Ajaccio, alors qu'il n'y avait aucune raison de craindre cette équipe. L'OM peut avoir des trous d'air devant son public, mais là je sens qu'ils sont à nouveau remontés pour un sprint. Ils ont été visiblement reparamétrés par Tudor et je les sens quand même plutôt. Il a revu le logiciel, c'est ce que vous êtes en train de dire. Ils ont repris un certain ascendant et ça sera, à mon avis, dur pour Lens d'inverser en si peu de journées la course des événements. Et c'est le serpent de mer de la direction sportive du Paris Saint-Germain, mais depuis très longtemps. Mais cette année particulièrement, non ? Oui, parce qu'ils ont réussi à en faire partir certains. Alors on rappelle quand même qu'ils payent le salaire de certains joueurs qui jouent dans un autre club. Par exemple, Draxler, il paye 75% de son salaire alors même qu'il ne joue pas dans l'effectif. Voilà, c'est ce que les gens doivent bien comprendre, c'est que Paris, pour certains joueurs, a fait le choix de les écarter du vestiaire parce qu'ils n'avaient pas envie qu'il puisse y avoir un problème avec les autres joueurs qui allaient eux disputer des matchs, alors que ces joueurs qui étaient indésirables allaient rien faire toute la saison, sinon s'entraîner. D'autant plus qu'il n'y a pas de réserve au Paris Saint-Germain. Donc quand vous jouez pas le week-end, vous jouez pas du tout. Donc ça, c'est le premier problème. Ensuite, ça vous empêche de recruter certains joueurs parce que vous avez une masse salariale très importante. Le Paris Saint-Germain est encore en déficit de plusieurs millions d'euros pour l'exercice qui arrive. Sans compter les salaires mirobolants qui ont été donnés à certains de ces joueurs. Un joueur comme Keylor Navas, par exemple, qui est aujourd'hui à Nottingham Forest, il touche 1 million d'euros bruts par mois. Il n'y avait pas d'option d'achat, effectivement. Et ces joueurs-là, ces salaires-là vont devoir de nouveau être pris en compte, ou en tout cas dans leur totalité. 36 ans, il a joué 12 matchs cette saison. Avec Nottingham Forest. Ouais, avec Nottingham Forest. Donc il va revenir au Paris Saint-Germain. Donc comment vous allez faire ? Il a un contrat, je crois, jusqu'en 2024. C'est ça, 2024. Sachant, il n'a pas envie de s'asseoir sur une rémunération aussi importante aussi à cet âge-là, parce que c'est un contrat qu'il ne retrouvera pas dans un autre club. C'est ça. Et le problème, pour moi, c'est d'avoir au départ donner autant d'années de contrat et des salaires mirobolants à des joueurs qui ne les valaient pas. Quand on parle de Leandro Paredes qui arrive au Paris Saint-Germain il y a 2 ans et demi, 3 ans, janvier 2019, je crois que c'est Leandro Paredes. 2024 aussi, fin de contrat, vous avez raison. 40 millions d'euros achetés au Zénith de Saint-Pétersbourg. Leandro Paredes. Aujourd'hui, c'est un joueur au mieux moyen, qui est en plus en guerre ouverte avec les cadres du vestiaire, notamment Kylian Mbappé. Qui n'a pas été convaincant à la Juve non plus. Non, qui a été longtemps blessé, qui n'a pas été convaincant. Donc voilà, en fait... Il y avait une option d'achat pour lui de 20 millions d'euros. Voilà. Oui, mais elle sera sûrement pas levée. Donc franchement, je peux pas vraiment. Et c'est un vrai casse-tête pour le Paris. C'est du je m'en foutisme. Mais non, en fait, la France a Nasser Al-Khelaifi et elle se range derrière Nasser Al-Khelaifi. Aucun club, c'est-à-dire que c'est le doigt sur la couture, on bouge pas, on veut surtout pas faire partie d'un syndicat dissident. Monaco aurait pu y aller, Lens aurait pu y aller, Faut pas partir de ça, Lyon. l'OM aurait pu y aller. Je sais même pas. Nantes ou des clubs qui ont joué, même Nice qui a joué la Ligue Europa Conférence. Et des clubs croates et de 40 pays y vont. Pourquoi il n'y a pas un seul club français qui se déplace à cette réunion ? Tout simplement parce que Nasser Al-Khelaifi a la main mise
sur les décisions du foot français et on s'aligne sur ce que fait le PSG parce que c'est normal parce que c'est la locomotive. Mais pourquoi avoir quelque peur part de il n'y a pas de contre-pouvoir en France. Pourquoi avoir peur de Nasser? C'est pas de la peur, mais parce que Nasser étant, je pense qu'Alexander Seferin, le président de l'UEFA, apprécie Nasser parce que Nasser ne veut pas de cette Super League. Et donc forcément, la France est rangée derrière Nasser, derrière l'opinion Nasser, et n'en bougera pas. Mais parce qu'ils savent aussi que c'est là qu'ils ont le plus à gagner. Mais évidemment, Et surtout, Nasser déteste Javier Tebas, qui n'arrête pas de mettre des missiles à la Ligue 1, au PSG. Donc ça aurait été, je pense, c'est un espèce de Game of Thrones, tu l'as dit tout à l'heure, très nébuleux. Mais moi je le comprends, parce qu'à un moment donné, un G14 ne peut pas décider pour tout le monde. C'est ça. Si vous perdez, parce que les clubs profitent aussi de la base. Les jeunes, ces clubs-là ont des joueurs, des jeunes joueurs qui sont ensuite rachetés, et ça fait vivre l'économie du foot. Mais à un moment donné, si ces clubs-là n'ont plus d'argent pour former, n'ont plus aucune voix, on se fiche complètement de ce qu'ils pensent, et en plus les gros font ce qu'ils veulent, les grosses écuries. Ils font une ligue fermée, même si semblerait-il le nouveau projet est un peu moins fermé de la Super League. Mais à quoi ils servent? Quel est leur comment ils vont jouer leur survie? Quel est leur avenir? En fait, c'est toute une économie, et cette économie-là... Donc vous saluez ce projet? Moi, je salue ce projet, parce qu'en plus, Javier Tebas va nous donner du grain à moudre. Il aime les étincelles, il aime les déclarations, il aime le punchline. Et quelque part, je trouve ça noble. Moi, le G14... c'est les altermondialistes qui manifestent à Davos, en fait, quelque part. Je le vois un peu comme ça.